Voilà, c'est bon. Euh, donc, bonjour à tous, merci d'être venus dans ce webinaire. D'habitude, on prévient pour les webinaires un peu plus tôt que ça, donc ça s'est fait un petit peu au dernier moment par rapport à ce qu'on fait d'habitude, parce qu'on a décidé de faire un peu plus de webinaires. Donc, ce webinaire est enregistré et la présentation et l'enregistrement vous sera envoyé, donc il y a pas de problème. Si vous devez partir, si j'ai pas le temps de répondre à vos questions ou quoi que ce soit, ou si vous voulez vous repasser le webinaire, il n'y a pas de problème, il sera disponible. Euh, alors, vous avez un petit QR code ici. On le reverra à la fin de la présentation. Ça vous permet d'arriver directement à la prise de rendez-vous. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Euh, Comment ça va se passer? Alors, pour ceux qui sont déjà venus dans mes webinaires, ils savent comment ça se passe. Je vais quand même répéter un petit peu les choses. Donc, dans un premier temps, on va faire une rapide présentation de WeFinancial. On n'est pas là pour parler de nous. On va se présenter aussi assez rapidement et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, on va parler de la transmission du patrimoine aux États-Unis, en France, et entre la France et les États-Unis, on va voir les complications qui se posent et aussi les erreurs qu'on voit souvent avec nos clients. En termes de transmission du patrimoine, il y a pas mal de choses à faire. Euh, un petit disclaimer, comme on dirait en anglais, un avertissement en français. Alors déjà, on n'est pas avocat, hein, on est conseiller financier. Donc, ce qu'on va vous dire là, c'est à prendre à titre informatif. Ça dépend des situations. On va aller quand même relativement dans le détail, mais chaque situation est différente et il peut y avoir des subtilités qu'on ne va pas avoir le temps d'aborder. On ne peut pas aborder toutes les subtilités qu'il y a en termes de transmission du patrimoine. Donc, on va vous donner les idées générales. Euh, nos connaissances, c'est basé, bon, déjà, on travaille avec des centaines de personnes, donc c'est basé sur notre expérience. C'est aussi basé sur des conversations qu'on a eues avec des avocats, sur des cas aussi qu'on en discutera probablement un peu plus tard ou pendant ce webinaire, de certains cas de transmission du patrimoine où ça peut poser problème. Donc nous, on a l'habitude de voir ça. Euh, Ça ne remplace pas, ce que je vais vous dire là, ça ne remplace pas une séance avec une séance individuelle. Hein, c'est vraiment, chaque situation est différente. Euh, Voilà. Alors, qui sommes-nous? Donc, vous voyez, je suis accompagné par Smara et Nicolas. Donc, moi, je suis Guillaume, je suis le fondateur et le PDG du We Financial Group, dont We Financial fait partie. On a plusieurs marques. Et puis, j'ai aussi une fintech euh, que j'ai créée qui s'appelle Blue Grasshopper, qui est liée essentiellement au 401k et à d'autres types de comptes, qui est une fintech sur des investissements. Je suis accompagné, donc j'ai trois autres conseillers financiers, l'INSEE qui n'est pas ici, mais qui travaille sur la partie essentiellement américaine, pas français, hein, donc sur WeFinancial, ça serait difficile. Donc elle travaille sur toutes les autres marques du groupe. J'ai Smara avec moi ici. Vas-y Smara, Ouais, bonjour présente-toi. à tous. Moi, je suis dans le New Voilà. Jersey et puis je travaille aussi bien sur la marque OUI que WE, donc en français et en anglais. Voilà. Nicolas. Bonjour à tous. Moi, je suis sur la côte ouest, pas très loin de chez Guillaume, donc à San Francisco, et je travaille majoritairement. Tout mon passif majoritaire est basé en France, et je travaille du coup aussi sur la partie un peu américaine. Voilà. Donc ça, c'est pour l'équipe. Alors, pour ce qui est de WeFinancial, donc j'ai créé la marque en 2018, donc ça fait déjà un bon moment. Et puis j'ai créé un groupe l'année dernière en 2025, et pour créer d'autres marques sur d'autres populations qui sont, à mon sens, pas correctement servies ou pas du tout servies d'ailleurs, par les conseillers financiers. Donc, ce qu'on fait chez WeFinancial, on fait plusieurs choses. Donc déjà, planning financier, hein, on va le voir rapidement. Donc tout ce qui est retraite, etc., on va faire. Même chose pour les investissements, on va rentrer un peu plus dans le détail là-dessus. Euh, Encore une fois, assez rapidement. Ce qui nous différencie, c'est qu'on est fiduciary.
Donc, si vous travaillez déjà avec un conseiller financier, demandez-lui s'il est fiduciary, donc s'il doit mettre votre meilleur intérêt avant le sien. Ce n'est pas le cas de tous les conseillers financiers, et je dirais même de la majorité. Ils ont un devoir de suitability et pas un devoir de fiduciary. Suitability, ça veut dire qu'ils doivent être sûrs que les produits financiers qu'ils vous vendent ne vont pas vous mettre en faillite. La barre, elle est assez basse pour ça. Donc nous, on ne vend pas de produits financiers, on ne reçoit pas de commission. C'est-à-dire que si on vous parle d'un produit, que ce soit d'assurance ou autre, on ne reçoit aucune commission. Rien du tout. Donc, on est basé à San Francisco, même si on travaille dans plus d'une trentaine d'États. 39 États, je crois, la dernière fois que j'ai regardé. Alors, ce qu'on ne fait pas, c'est presque aussi important que ce qu'on fait. Déclaration de revenus. Ça, ce sont les comptables. Donc, on va faire de l'optimisation fiscale. On va revoir vos déclarations de revenus. D'ailleurs, on va trouver des erreurs quelquefois. Et on va s'assurer que votre fiscalité est optimisée. Mais on ne va pas faire les déclarations de revenus, mettre des chiffres dans des cases. Tout ce qui est bilan retraite. Donc, nous, on va faire des simulations retraite. On va discuter, on va mettre en place des choses pour votre retraite. Mais tout ce qui est discussion avec la France, les États-Unis, sur la Social Security aux États-Unis, etc., ça ne sera pas nous. Il y a des sociétés et des gens qui sont spécialisés. Caroline Bonnet, par exemple, et Nouvelle Vie Retraite. Souvent, on vient nous voir pour ce qui est à gauche. Ah, Guillaume, j'ai du cash, je ne sais pas quoi en faire, etc. Est-ce que tu peux m'aider pour les investissements? Oui, pas de problème. Mais on fait aussi tout ce qu'il y a sur la droite. Donc là, par exemple, on va parler transmission du patrimoine, estate plan, c'est quelque chose qu'on propose. On va parler immobilier, on va parler retraite, assurance, cash flow, equity compensation. La semaine dernière, j'ai fait un webinaire sur tout ce qui est RSU, stock option, etc. Tout ce qui est optimisation fiscale, dette, etc. On fait tout ça. C'est pas juste, tiens, on fait des investissements. Comment ça se passe le travail avec nous? Deux aspects. Du pur planning financier. Donc là, c'est par heure, 2 à 3 séances d'une heure, c'est $400 la séance. Tout compris. Qu'on passe 10 heures, 15 heures à préparer votre planning financier, peu importe, vous payez $400 de l'heure. Ça peut prendre 2 à 3 séances. Vous engagez pas sur un certain nombre de séances en avance. Il n'y a pas de tout ça. Alors, juste pour info, je répondrai à toutes les questions. Donc, vous avez un Q&A. Je répondrai à toutes les questions à la fin de la présentation. Comme ça évite de casser le flow, le flow de la présentation. Je veux aussi vous dire, attendez que je discute des sujets avant de poser les questions. Parce que probablement, il y aura... Je vais vous donner déjà les réponses. Ensuite, la partie investissement et estate planning. Donc, en termes d'investissement, c'est $5 000 plus 0,7% par an, avec un maximum de 2%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez $200 000 à investir, on ne va pas vous faire payer $5 000 plus 0,7%. Ça serait trop élevé. On va vous faire payer $4 000 par an, 2%. Et ça comprend le planning financier à l'intérieur, tout ce qui est planning financier. Donc ça, c'est inclus, il n'y a pas de frais cachés. Et encore une fois, on ne va pas vous mettre dans des fonds où on reçoit des commissions, etc. Donc on va faire des choses pas chères. On peut gérer certains 401k, à condition qu'ils ne soient pas chez Fidelity. Donc on peut gérer les 401k. Et puis, comme je vous le disais, on fait de l'estate planning. $1990. Okay, c'est ce qu'on facture. Pour vous donner une idée, un estate attorney, c'est $4 000 à $5 000 en général. Donc nous, on fait tout ce qui est trust, testament, power of attorney, medical directive. Tout ça, c'est un package. Et on travaille avec des attorneys. Donc c'est pas nous. Nous, on va rassembler les informations, on va répondre à vos questions. Et on va vous poser les bonnes questions. Parce que vous êtes français, il y a des questions particulières, il y a des points particuliers qui sont importants. On va en parler aujourd'hui. On va vous poser les bonnes questions. Et après, on va l'envoyer à nos partenaires. Et le prix des 1990, il comprend le travail des avocats. Ensuite, on reçoit les documents, on les revoit, et puis après, vous les faites notariser. Donc ça, c'est important. C'est important à faire. Alors, on a d'autres webinaires, on a un podcast, on a plein de choses. Les autres webinaires, on a Investir aux États-Unis et en France, 401k, Ask Us Anything. Donc, on a un webinaire juste où nos clients posent des questions. Enfin, les inscrits
nous pose des questions sur tout et n'importe quoi, et on y répond. On va avoir un webinaire sur l'immobilier, la retraite et plein d'autres trucs. Donc, WeFinancial Events. Vous allez sur le site de WeFinancial et vous allez dans Apprendre et vous allez voir tous les webinaires, vous pouvez vous inscrire. On a aussi un podcast avec Smara. Vous voyez nos petites têtes ici. On a un podcast où on va 10 minutes, un quart d'heure. C'est assez rapide. Et on n'essaie de pas employer de jargon financier. Vous le verrez aujourd'hui. Autant que possible, j'essaie de pas employer de jargon financier. Mais ça va être sur des sujets, transmission du patrimoine, nationalité américaine, retraite, toutes sortes de sujets qu'on aborde régulièrement avec nos clients. Donc sur un format assez court. Et donc c'est une discussion entre Smara et moi. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de la transmission aux États-Unis, la transmission de patrimoine aux États-Unis, le trust. Ça, c'est un slide entier parce que c'est un concept qui n'est pas très connu des Français et qui a pas mal de conséquences et qui est important aux États-Unis. Et puis les autres documents. On parlait Power of Attorney, Medical Directive, etc. Et testament, will. On va en parler aussi. Ensuite, on va voir comment. Donc ça, c'est un peu les basiques de la transmission américaine. Ensuite, la transmission en France. Transmission du patrimoine en France, comment on va transmettre son patrimoine en France, et vous allez voir que c'est beaucoup moins intéressant qu'aux États-Unis. Et ensuite, on va voir les techniques d'optimisation de la transmission. Donc, je vais vous donner quelques techniques qu'on utilise avec nos clients régulièrement pour pas complètement éviter malheureusement la transmission, les taxes sur la transmission du patrimoine, mais en tout cas pour limiter les dégâts. Voilà. Donc ça, on va en parler. Et puis les erreurs fréquentes. Les erreurs qu'on voit, mais extrêmement régulièrement, les confusions, les légendes qui circulent, etc. Donc ça, on regardera ça. Voilà pour l'agenda. Alors, première chose, trust aux États-Unis. Donc, à la base, quand vous mourrez ici aux États-Unis, vous pouvez transmettre sans faire quoi que ce soit jusqu'à 15 millions de dollars sans impôt par adulte. Donc à n'importe qui, 15 millions de dollars. Donc, si vous avez moins de 15 millions de dollars, si vous mourrez, vous n'aurez aucun impôt. Aucun impôt aux États-Unis. Si vous mourrez aux États-Unis, aucun impôt. Il n'y a pas besoin d'être de nationalité américaine, etc. Si vous êtes résident américain, vous mourrez aux États-Unis, jusqu'à 15 millions de dollars, aucun impôt. Au-dessus de 15 millions de dollars, c'est 40%. Et on va voir qu'on peut éviter ça. Enfin, on va voir. Je ne vais pas en parler très longuement, mais de toute façon, pour les gens qui ont plus de 15 millions de dollars d'impôts, on peut faire un certain nombre de choses qui ont plus de 15 millions de dollars de patrimoine, on peut faire un certain nombre de choses pour eux aussi. Donc, c'est 15 millions de dollars par adulte. Donc, si vous êtes en couple, c'est 30 millions de dollars. On a un peu de marge. Mais ça, c'est au niveau fédéral. Après, il y a aussi, dans certains États, alors après, ça dépend des États, ça va de 0 en Californie à un abattement de quelques millions de dollars. Dans certains États, il est possible que vous payiez un impôt étatique. Donc, quelquefois, on va faire un trust pour éviter cet impôt étatique. Ça serait un irrevocable trust, mais je vais en parler juste après. Mais donc, au niveau fédéral, 15 millions, au niveau étatique, ça dépend de votre état de résidence. Donc, attention à ça. Alors, un trust, c'est quoi? Donc, il y a les trusts qu'on voit dans les films. Il y a un trust et ça se dispute, il y a une succession, etc. C'est pas les trusts qu'on fait habituellement. Ça, c'est les trusts qu'on fait quand vous avez plus de 15 millions ou 30 millions de dollars de patrimoine. Donc, un trust, c'est quoi? C'est pas un outil fiscal. Les trusts qu'on va faire, qui s'appellent des Revocable Living Trust, c'est pas vraiment un outil fiscal. Ça va pas vous faire économiser des impôts parce qu'on l'a vu, jusqu'à 15 millions, de toute façon, vous ne payez pas d'impôts. Non. Dans certains États, c'est le cas pour la Californie, là où on est, quand vous mourrez, vos actifs passent par un process qui s'appelle probate. Okay. Ce process peut prendre de 18 à 24 mois parce que ça passe par un juge particulier et ça peut coûter de 5 à 10% de votre patrimoine. Avec un trust, et encore une fois, je parle d'un Revocable Living Trust, on va voir qu'il y a différents types de trust. Ce process va prendre 6 à 8 semaines et coûter 1 à 2% de votre patrimoine. Donc, il n'y a pas photo. Dans certains États, il faut faire un trust. Il
faut faire un trust. Un trust, c'est quoi? Souvent, on pense que c'est une structure juridique, mais c'est pas c'est pas vraiment une structure juridique, c'est pas vraiment un bout de papier, c'est quelque chose entre les deux. Ah, mais concrètement, c'est un bout de papier où vous dites, bah voilà, s'il m'arrive quelque chose, voilà comment je veux que mes actifs soient distribués, à qui, comment, par rapport à un âge particulier. Souvent, on voit ça avec nos clients. Hein, quand on va faire un trust pour eux, leurs bénéficiaires, c'est leurs enfants, ils sont mineurs. Euh, on va voir, bah voilà, on va leur donner un tiers à 25 ans, un tiers à 30 ans, un tiers à 35 ans. Alors, on voit très souvent ça. Donc ça, c'est ce qui va être mis dans le trust. Okay. Alors là, je parlais des Revocable Living Trust. Donc revocable, ça veut dire qu'on peut on peut les révoquer, hein, on peut les annuler. Et c'est d'ailleurs, ça va être important pour un retour en France. On en parlera plus tard. Après, il y a les Irrevocable Trust. C'est une autre. Donc ça, c'est complètement différent. Dans un Revocable Trust, votre patrimoine reste à vous. Hein, il reste dans votre patrimoine. Dans un Irrevocable Trust, on sort l'argent de votre patrimoine. C'est pour ça que on fait ça au-dessus de 15 millions. Parce qu'on va retirer l'argent qui est au-dessus de 15 millions, on va le mettre dans un Irrevocable Trust. Il y en a de toutes sortes. Des Irrevocable Trust, il y en a, il y a Charity Trust, il y en a toutes sortes pour faire toutes sortes de choses. Donc, il y a Dynasty, il y a tout ce qui est la catégorie des Dynasty Trust. On peut mettre le trust va garder l'argent de génération en génération. Ça aussi, c'est ce qu'on voit souvent. Mais encore une fois, on fait ça uniquement pour les gens qui ont plus de 15 millions de dollars de patrimoine individuellement ou 30 millions en couple. Quelquefois, on va le faire pour moins, pour des cas très particuliers. Très, très particuliers. Mais on va voir que ça pose problème pour les Français. Alors, quand on crée un trust, ça, c'est une des choses quand on fait le trust pour nos clients, c'est une des choses dont on parle, c'est que le trustee doit être américain. Si le trustee n'est pas américain, donc le trustee, c'est qui? C'est la personne qui va, à votre mort, exécuter le trust. Il va exécuter le trust, gérer vos finances, etc. Ce trustee doit être américain ou sur le territoire américain, hein, parce que s'il ne l'est pas, c'est considéré comme un foreign trust, et dans ce cas-là, il y a une taxation particulière. Donc, attention à ça, le trustee doit être américain. Et souvent, on a des clients, particulièrement, puisque nous, on travaille avec des Français, qui n'ont personne aux États-Unis, hein, qui n'ont pas de famille aux États-Unis particulièrement, etc. Donc, comment on fait pour ces gens-là? Eh bien, il y a des professional trustees. On en conseille. Il y a des professional trustees. Vous ne payez rien tant que vous ne mourrez pas. Hein, donc, vous mettez le professional trustee dans le trust. Vous pouvez le contacter si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé. Et eux, ils vont prendre un pourcentage, 0,5%, 1% du patrimoine pour le gérer pour vous. Donc ça, c'est un trustee qui est américain. C'est une organisation. Alors, ce qui est intéressant dans ces cas-là, c'est qu'une fois que vous avez un professional trustee, ben, il ne meurt jamais. C'est une organisation. Ce n'est pas une personne. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, dans le trust, si vous parlez à un avocat, il va vous dire « Ah, faut changer tous les noms de vos comptes pour les mettre au nom du trust, etc. » Pas du tout. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça. Vous pouvez mettre le trust comme bénéficiaire de vos comptes. Et on le verra juste après. En tout cas, par contre, ce qu'il faut faire avant de le mettre comme bénéficiaire, c'est tout ce qui est petite propriété. Hein, si vous avez une maison aux États-Unis, pas en France, parce qu'encore une fois, enfin, je ne l'ai pas encore dit, mais les trusts ne sont pas reconnus en France. Donc, on va voir que c'est pour ça que ça pose problème. Les trusts ne sont pas reconnus en France. Et donc, si vous avez de l'immobilier en France, ça n'ira pas dans le trust. Par contre, si vous avez de l'immobilier aux États-Unis, il faut faire un transfert de deed, un transfert de propriété, où il va falloir mettre le titre de propriété au nom du trust. Alors, ça semble compliqué? Pas du tout. Très, très courant. On fait ça tout le temps. On fait ça tout le temps, ça coûte quelques centaines de dollars. C'est compris. Alors, il y a un deed transfert dans les 1990 dollars qu'on facture. Il y a un transfert de deed inclus. Un transfert de propriété inclus. Et donc, en fait, la propriété, donc vous êtes
à la base, vous êtes les trustees du trust. Hein. Donc, même si le titre de propriété change de vos noms au nom du trust, ça change rien du tout. Vous avez toujours la propriété de votre maison. Si vous la revendez, il n'y a pas plus de problème que ça. C'est complètement transparent. Hein, ça se fait très, très facilement ici. Donc ça, c'est pour les titres de propriété. Après, pour tout ce qui est compte, hein, il va falloir distinguer deux types de comptes. Les comptes retraite et les comptes non-retraite. Donc les comptes retraite, IRA, ARA. Donc ça, Rollover IRA, Roth IRA, Traditional IRA, SEP IRA, tous ces trucs-là. Ensuite, il y a les 401k. Donc, ça, c'est aussi les comptes retraite. Donc tous ces comptes retraite, suivant les États, et je vais parler de la Californie, donc il faut faire un petit peu attention. En Californie, légalement, c'est votre époux et épouse qui doivent être en premier. Sauf si votre époux et épouse donne l'autorisation, etc. Mais pour simplifier les choses, on va dire votre époux et épouse sont les premiers bénéficiaires, primary beneficiary. Vous devez mettre votre époux et épouse comme primary beneficiary de vos comptes retraite. Et en second, vous mettez le trust en contingent, 100% de trust. Ce qui rend les choses beaucoup plus simples, parce que si vous avez plein de bénéficiaires et qu'il y a des choses qui changent, etc., si vous n'avez pas de trust, vous devez aller dans tous vos comptes et mettre changer les bénéficiaires. Alors que si vous avez un trust, vous changez le trust et vous n'avez rien d'autre à changer. Donc les comptes retraite, le trust comme bénéficiaire. Les comptes non retraite, brokerage à compte, etc. C'est là où un avocat va vous dire attention, il faut mettre le nom au nom du trust, il faut mettre le compte au nom du trust, etc. C'est pas la peine. Vous mettez le trust comme primary beneficiary, 100%. Donc, les comptes non retraite, c'est les brokerages à compte. Alors, checking et saving, si vous voulez, mais c'est compliqué. Et en général, il n'y a pas beaucoup d'argent dessus. Donc, on s'en fiche un peu. Mais ce qui est important, c'est tout ce qui est compte-titre. Brokerage à compte, où là, vous mettez... alors, et si vous avez d'autres investissements ailleurs, assurez-vous que le trust est en bénéficiaire du compte qui n'est pas un compte retraite. Très important. Alors maintenant, il y a des cas particuliers aux Français. Donc, comme je l'ai dit, non, je ne l'ai pas encore dit à propos des bénéficiaires. Donc, quand un bénéficiaire est en France, ça, c'est un des problèmes qui se pose avec un trust, un revocable trust, même un irrevocable d'ailleurs. Si vos bénéficiaires sont en France, vous, en tant que trustee, vous avez des déclarations particulières vis-à-vis du gouvernement français. Il y a un formulaire particulier, donc j'ai oublié le nom. Si Smara et Nicolas, vous vous souvenez du formulaire en France qu'il faut mettre en place. Vous, en tant que trustee, vous devez déclarer que telle et telle personne en France est bénéficiaire d'un trust. Donc, c'est un article du Code des impôts qui va dire ça. Si vous ne le faites pas, vous pouvez avoir des pénalités. Alors, est-ce que les gens le font? En général, non. Parce que c'est pas très connu, parce que souvent les gens qui font un trust ici aux États-Unis, c'est des estate attorneys américains, ils n'ont aucune idée de comment ça se passe en France. Et donc, le risque qu'il y ait un problème là-dessus, il est quand même assez limité. Il est assez limité, mais il existe. Donc, en théorie, si vous faites un trust et que vos bénéficiaires sont français, neveux et nièces par exemple, vous avez des déclarations à faire au gouvernement français. Donc, quelquefois, ça, on en discute avec nos clients et quelquefois, à cause de ça, on va décider de ne pas faire un trust. Nos clients vont décider de ne pas faire un trust. Alors, si vous retournez en France, là, il va falloir révoquer le trust. Parce que vous, en tant que trustee et résident français, vous avez des déclarations à faire en France, que vous êtes trustee d'un trust. Comme le trust, de toute façon, c'est un outil pour éviter le probate aux États-Unis, ça n'a aucune valeur si vous êtes résident français. Ça ne sert à rien. De toute façon, le trust, il est lié à un État, à votre État de résidence. Donc, à partir du moment où vous êtes en France, vous n'êtes plus lié à un État de résidence. Donc, encore une fois, je parle des revocable trusts. Donc, il va falloir révoquer le trust. Il va falloir révoquer le trust une fois que vous partez en France. Ça, c'est une des choses importantes. Malheureusement, les trusts en général sont mal vus par le gouvernement français. C'est très peu connu en France.
Dans des pays anglo-saxons, Angleterre, Australie, etc., c'est très connu, donc ça pose pas de problème. En France, c'est regardé d'un mauvais œil. Parce que donc ils ont fait une loi, et c'est pour ça qu'on doit déclarer les trusts. Et en fait, c'est parce que la loi, elle vient euh, d'un cas où il y avait quelqu'un qui avait un trust offshore, hein, dans une île, dans un paradis fiscal. Et donc, parce qu'il y avait un trust, il avait caché à l'administration française. Et donc, quand ils ont fait la loi, c'est à ça qu'ils pensaient. C'est à ce type de trust particulier qu'ils pensaient. Mais en fait, ils n'ont pas précisé les choses. Donc, tous les trusts, même si un revocable trust est complètement transparent, tous les trusts sont concernés. Hein, c'est ça le problème. Et il n'y a pas de moyen de contourner ça. Même la jurisprudence en France a dit, ouais, même si c'est un revocable trust, vous devez quand même le déclarer. Donc voilà pour ce qui est du trust. Après, il y a 3 autres documents qu'on va faire dans un estate plan. Il y a un will, donc ça c'est un testament, il va s'occuper des personnes. Donc le trust, il s'occupe des biens. Le testament, il s'occupe des personnes. Hein. Donc, et de certains biens. Par exemple, comment ils vont être distribués, comment les biens vont être distribués en France. Ça, le testament aux États-Unis va prendre en compte ça. Est-ce qu'il faut faire un testament en France? Potentiellement, si la succession en France est compliquée, s'il y a juste un bien immobilier, le trust américain, il suffira. Si, si, si la succession est compliquée en France, on va conseiller de faire un testament en France. Mais attention, il ne faut pas que le testament en France, il annule le testament américain. Hein. Donc, va falloir coordonner les 2 choses. Hein. On peut nommer les héritiers. Hein. Donc, si on n'a pas fait si on ne fait pas de trust, c'est là où on va mettre tout ce qui est distribution des biens, nomination des bénéficiaires. Donc ça, si on n'a pas de trust, c'est là-dedans qu'on va le mettre. C'est dans le oui. Si on a un trust, tout ça, ça va être pris en charge par le trust. La distribution des biens hors biens français et la nomination des héritiers. Ça va être pris en charge par le trust. Ensuite, important dans tous les cas, c'est qui va être le gardien, le tuteur des enfants. Si vous arrive quelque chose à tous les deux, si vous êtes en couple, qui va s'occuper des enfants? Là, ça peut être quelqu'un en France. Il n'y a pas de problème. Particularité pour les Français, qu'est-ce qui se passe? Alors, avant le Covid, je disais, si les frontières sont fermées, et j'avais pas trop d'exemples de quand est-ce que les frontières pouvaient être fermées, maintenant, avec le Covid, les frontières étaient fermées. Imaginons, vous êtes pendant le Covid, vous mourrez, enfin, vous êtes en couple, les 2 parents meurent du Covid, les frontières sont fermées. S'il y a eu un testament et que vous avez dit, voilà, je veux que ce soit quelqu'un qui soit en France, cette personne en France, elle ne peut pas venir aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe avec vos enfants mineurs? Famille d'accueil ou orphelinat? Pas génial. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va nommer un tuteur temporaire. Donc, quand on va faire l'estate planning ensemble, dire, ça serait bien de prendre quelqu'un aux États-Unis, un voisin, des amis, quelqu'un que les enfants connaissent, et dire, voilà, ça c'est le tuteur temporaire, le temporary guardian. Et comme ça, les enfants, le temps que la personne finale vienne les chercher, si cette personne est en France, ils sont avec quelqu'un qu'ils connaissent. Donc ça, c'est une des subtilités d'être français aux États-Unis. Ensuite, un power of attorney. Donc ça, c'est en cas d'incapacité. Pas de bol, l'un d'entre vous meurt, l'autre devient un légume. Qui peut prendre les décisions pour vous? Ça, c'est le power of attorney. Donc, tout ce qui est gestion financière, et on peut limiter les pouvoirs ou les étendre. En général, on va donner un pouvoir relativement limité à cette personne. Mais c'est très important. Qu'est-ce qui se passe si, pas de bol, vous ne pouvez plus prendre de décision? Pour X ou Y raison, hein, c'est pas forcément devenir un légume, c'est être dans le coma ou être en incapacité. Il y a plusieurs raisons. Donc ça, c'est un power of attorney. Okay. Et enfin, une medical directive, c'est une décision médicale. Qu'est-ce que vous voulez faire en termes de décision médicale? Donc, par exemple, c'est quoi? C'est vous êtes dans le coma, est-ce qu'on vous réanime à tout prix? Hein, si vous êtes brain dead, est-ce qu'on vous réanime à tout prix ou pas? Qu'est-ce que vous voulez faire pour votre fin de vie? Est-ce qu'on vous débranche? Est-ce qu'on ne vous débranche pas? Ce genre de choses. Ça, ce sera une medical directive.
Ok. Alors, ce que j'ai pas dit, bien sûr, dans le testament, mais j'y repense en pensant à ça, c'est vous allez pouvoir mettre dans le testament si vous voulez être enterré, incinéré, si vous voulez avoir votre corps rapatrié en France ou pas. Hein, quand on est français, bah, on a habité toute notre vie aux États-Unis ou une partie de notre vie aux États-Unis, on meurt aux États-Unis. Est-ce qu'on veut notre corps soit rapatrié en France? Est-ce qu'on veut que nos cendres soient rapatriées en France? Des choses comme ça. Ça, c'est dans le testament. Voilà. Médical directif, c'est, en général, ça va être une personne de confiance, elle peut être française, euh, qui va euh, qui va dire bah oui, on ne débranche pas, est-ce que vous voulez donner vos organes, tout ce genre de choses, c'est dans les médical directives. Donc ça, on va en parler ensemble aussi. Voilà, donc ça, c'est pour tout ce qui est transmission du patrimoine aux États-Unis. Maintenant, transmission du patrimoine en France. Alors, c'est un peu plus complexe et beaucoup plus limité. Donc, il y a un abattement de 100 000 euros par adulte par enfant quand vous mourrez. Donc, si vous avez 2 enfants et que votre patrimoine, c'est 200 000 euros, pas de problème, il n'y a aucune taxe. Si votre patrimoine, c'est 300 000 euros, et ben, tout ce qui est au-dessus des 200 000 euros, on verra qu'il y a des subtilités, mais tout ce qui est au-dessus de 200 000 euros, euh, parce que vous avez 2 enfants, donc tout ce qui est au-dessus de 200 000 euros, c'est taxé entre 5 et 45 mondialement. Hein, donc, quelquefois, il y a une légende qui circule euh, où on dit ah oui, mais mon argent, il est aux États-Unis. Ah ouais, mais peu importe, vous êtes résident en France, c'est votre pays de résidence qui compte. C'est ça qui va déterminer comment va être taxé votre patrimoine mondial. Donc l'argent que vous avez aux États-Unis, les ARE, tous ces trucs-là, brokerage à compte, tout ce qui est au-dessus de 100 000 euros, taxé de 5 à 45 Voilà. Donc par exemple, petite histoire. Ça n'arrive pas très souvent. C'est pour ça que j'ai cette histoire. J'ai un client américain qui a reçu 12 millions d'euros de patrimoine immobilier. Il y a eu les parents ont fait aucune donation, rien du tout, aucune technique de transmission fiscale. Donc, il reçoit 12 millions d'euros de patrimoine. Il y a 6 millions, à peu près, qui partent au gouvernement français. Donc, il doit revendre la moitié des immeubles juste pour payer le gouvernement français. Avec les 6 millions qui restent, donc il lui reste 2 immeubles, il doit revendre un immeuble juste pour maintenir les deux autres immeubles. Donc c'est quand même dommage. Parce qu'il n'a peut-être pas revendu au bon moment, c'est compliqué, pas forcément au bon prix, etc. Donc quand on achète de l'immobilier, notamment en France, toujours penser transmission du patrimoine. Parce que même si vous habitez aux États-Unis, l'immobilier en France est soumis euh, à la loi sur les successions françaises. Ce que j'ai mis à la fin de ce slide. Alors, donc, abattement par enfant, après neveu, nièce, frère, sœur, il y a différents types d'abattements, vous pouvez regarder ça en ligne. Hein, on va prendre l'exemple simple par enfant, 100 000 euros. Il y a une réserve héréditaire. Hein, ça veut dire que vous ne pouvez pas déshériter vos enfants en France. Hein, si vous êtes résident français, euh, pas de nationalité américaine, vous ne pouvez pas déshériter vos enfants. Ils ont le droit à une part particulière de votre patrimoine. Donc la liberté que vous avez en France, en termes de testament, vous pouvez déshériter vos enfants aux États-Unis, vous ne pouvez pas les déshériter en France. Donc la liberté de ce que vous pouvez faire dans un testament français est limitée. En France, le conjoint survivant est exonéré des droits de succession. Ça, c'est intéressant. Si vous êtes américain, si vous êtes de nationalité américaine et que vous habitez en France, vous avez le choix de la loi successorale. Vous pouvez dire, c'est la loi américaine qui s'applique. Donc, c'est uniquement possible pour les citoyens américains. Alors, ce n'est pas une loi fiscale, c'est une loi civile. Ça veut dire que vous êtes toujours soumis, si vous choisissez la loi américaine dans votre testament français, vous êtes toujours soumis à ces 100 000 euros. Ce n'est pas ces 15 millions. 15 millions aux États-Unis, 100 000 euros en France. Alors, vous êtes toujours soumis à ces 100 000 euros. Mais en termes de loi civile, vous avez beaucoup plus de liberté dans un testament américain. Donc, vous pouvez déshériter vos enfants et puis il y a quelques autres avantages. En général, dans la plupart de nos clients, ils ne choisissent pas la loi américaine.
Parce qu'il n'y a pas vraiment il y a pas vraiment d'avantages. Enfin, il y a un certain nombre d'avantages, mais c'est vraiment au cas par cas. Et puis, ça complique les choses. Parce qu'en cas de succession en France, bah, faut qu'il y ait un notaire qui connaisse la loi américaine et qui s'applique, etc. Ça complique les choses plus qu'autre chose, en général. Et comme je le disais encore une fois, et c'est ce qu'on voit très très souvent, euh, j'ai des clients qui achètent de l'immobilier en France, mais qui ne se posent pas la question de transmission du patrimoine, comment ça va être, comment ça va se passer entre la France et les États-Unis. Donc, quand on achète un bien immobilier en France, toujours se poser la question comment ça se passe en termes de transmission du patrimoine. Voilà. Pareil, si vous avez plusieurs biens immobiliers en France, une SCI en France, tous ces trucs-là, il faut réfléchir à comment va se passer la transmission du patrimoine en France. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des moyens d'éviter ça? Ben, on va le voir. On va voir un petit peu. Il ne faut pas rêver, on ne fait pas de miracle. Alors, côté américain, quelles sont les techniques? Et encore une fois, on peut pousser les techniques encore plus loin, mais là, je vais vous donner les grandes techniques. Donc, côté américain, vous pouvez donner 19 000 dollars par an à n'importe qui sans aucune déclaration. Donc, en termes de donation aux États-Unis, vous pouvez donner 15 millions de dollars à n'importe qui, mais vous devez faire un formulaire 709 et c'est pour toute votre vie. Donc, ça veut dire que 15 millions de dollars, c'est votre lifetime exemption. Donc, si vous donnez 1 million, et ben après, vous ne pouvez plus que donner 14 millions. On parle de grosses sommes. Mais donc ça l'IRS le traque, et donc c'est pour ça qu'il faut faire un formulaire 709 quand vous faites une donation de plus de 19 000, de plus de 19 000 dollars par an. 19 000 dollars par an à n'importe qui, en France, aux États-Unis, peu importe, il n'y a pas de formulaire à faire. Vous pouvez donner 19 000 dollars à n'importe qui. OK. Euh, pour les patrimoines importants, on va faire un irrevocable trust. Mais là, ça va être euh, un peu plus compliqué avec la France, etc. Il va falloir faire très attention à ça. Ça marche bien quand on est aux États-Unis et Irrevocable Trust, ça va sortir tout ce qui est au-dessus des 15 millions de dollars du patrimoine. En France, ça ne marchera pas. Ça sera toujours compris dans votre patrimoine. Donc, si vous avez un Irrevocable Trust et que vous êtes en France, eh ben, ça reste quand même dans votre patrimoine. Donc, si, imaginons, vous avez, je sais pas, 20 millions de dollars et vous avez 15 millions, vous avez mis 5 millions dans le trust, ces 5 millions de dollars vont re-rentrer dans votre patrimoine si vous retournez en France. Ça, on peut rien y faire. Côté français, vous pouvez faire aussi des donations. 100 000 euros par adulte, par enfant, tous les 15 ans. Tous les 15 ans. Okay. Donc, en général, on va le faire le plus tôt possible. Après, il y a des choses intéressantes via des donations nue propriété, la donation d'une propriété. Il va y avoir des abattements à cause de l'usufruit, l'usage de la propriété, qui va réduire la donation. Donc, imaginons que vous faites une donation relativement jeune à vos enfants du bien immobilier en France. Vous allez dire, bah voilà, on donne aux enfants 100 000 euros, mais en fait, la valeur qu'on donne, parce qu'il y a l'usage du bien, les parents vont garder l'usage du bien, bah, c'est 200 000 euros. Donc, si vous avez 3 enfants et que votre bien vaut 600 000 euros, vous donnez 300 000 euros, 100 000 euros par enfant, il n'y a pas d'impôt. Mais en fait, vous allez donner 600 000 euros. Vous allez donner la pleine propriété aux 3 enfants. Si vous mourrez plus tard et que la maison est à 1 million d'euros, il n'y a aucun impôt là-dessus. Ça, c'est pas mal. Ensuite, il y a les dons d'usage. C'est assez peu connu, mais vous pouvez donner de l'argent, la somme que vous voulez à n'importe qui, à condition, la jurisprudence a dit que ça ne devait pas dépasser 1 à 2% du patrimoine. Donc, il faut faire attention. Et si c'est une grosse somme, même si votre patrimoine est de 10 millions et que vous filez 100 000 dollars, il faut faire attention quand même. Et enfin, les dons familiaux. Donc ça, il y a un abattement de 31 865. Ça, c'est encore une autre manière. Et c'est cumulable, tout ça. Donc, par ce biais-là, on peut réduire la fiscalité sur la succession.
Donc, des stratégies assez fréquentes qu'on va voir, c'est la première, c'est des donations aux enfants. Donc, on fait des donations aux États-Unis, même si les enfants sont en France. On va faire des donations régulièrement. Alors, le problème, c'est que quand vous faites une donation, vous n'avez plus l'argent. Hein. Donc, faut faire attention à ça. Il faut quand même que vous gardiez suffisamment d'argent pour vivre. Mais on peut faire des donations, on l'a vu, aux États-Unis, 19 000 dollars par an, 15 millions de dollars sous de votre vie. Donc ça, on peut faire des donations régulièrement. Ça, c'est une des possibilités. En France aussi, on peut faire des donations. On l'a vu, 100 000 euros tous les 15 ans. Ça ne va pas chercher loin. Mais c'est possible. Une autre technique qu'on voit, et que d'ailleurs, je vais en parler avec une notaire la semaine prochaine, pour des clients, on va faire donc les clients sont américains. Les enfants sont américains aussi, habitent aux États-Unis. On va faire une donation aux enfants, selon la loi américaine. Tout le monde est aux États-Unis de toute façon, mais même si les enfants étaient en France, ça marcherait aussi. On va faire une donation, en l'occurrence là, de 300 000 dollars pour chacun des enfants. Et avec cet argent, les enfants vont acheter un bien en France. Comme ça, ils ont la propriété du bien en France. Ils ont la propriété du bien en France. Il faut leur faire confiance. Ils vont mettre leurs parents dedans. Hein, ils l'achètent en fait pour les parents. Et donc, plutôt que les parents achètent une propriété pour 900 000 dollars en France, on va avoir les enfants qui vont acheter la propriété pour 900 000 dollars en France. Parce que c'est les enfants qui ont la propriété en France, les parents meurent, même s'ils retournent en France, les parents meurent, qui meurent en France ou aux États-Unis, il n'y a rien qui se passe en termes de succession en France. Parce que les enfants ont déjà le bien. Donc ça, on le voit de plus en plus. Ça, on le voit de plus en plus. Donc on profite de la limite assez importante aux États-Unis pour court-circuiter la transmission du patrimoine en France. Ça, c'est une des choses qu'on voit assez souvent. Alors, il faut faire un petit peu attention. Par exemple, vous ne pouvez pas faire ça. J'ai des clients qui me disent « Ah bah tiens, est-ce que je peux faire une donation de 1 million juste avant de repartir en France ?» Je fais une donation à mes enfants de 1 million et boum, je repars en France. Attention, euh, le gouvernement français, l'administration française peut considérer ça comme une donation française parce que vous l'avez fait juste avant de partir. En général, il faut le faire 1 an avant. Il faut le faire 1 an avant pour être sûr de son coup. Ça ne pose pas de problème. Mais si vous le faites juste avant de partir et que vous partez en France et que l'administration française le découvre, il y a un risque que ce soit requalifié comme une donation faite en France et donc au-dessus de 100 000 euros, 5 à 45%. Okay. Donc attention à ça, il y a toujours des subtilités. Alors, des erreurs qu'on voit assez souvent. Donc, pensez juste faire un testament. Ah, j'ai fait un testament en France, c'est bon, il est valable aux États-Unis, etc. Non, votre testament en France, il n'est pas valable aux États-Unis, déjà. Et vice-versa. Votre testament aux États-Unis, alors, tant que vous êtes résident aux États-Unis, votre testament, il est valable. Mais par contre, si vous repartez en France, votre testament américain, il a un pouvoir légal, mais il faudra refaire un testament en France pour être sûr de votre coup. Donc, si vous retournez en France, le testament américain, il n'aura pas la valeur d'un testament français. Parce qu'il n'est pas en français déjà, il n'est pas enregistré par les notaires, il ne suit pas les dispositions légales, etc. Donc ça, très important. Ne jamais revoir les documents. J'ai des clients, ça fait 10 ans qu'ils sont aux États-Unis, ils m'ont dit « Ouais, t'inquiète pas, Guillaume, on a fait un trust, on a fait un testament et tout ça. » Et ils l'ont jamais revu. Et du coup, ils avaient mis leurs parents comme gardiens de leurs enfants, mais maintenant, leurs parents, ils sont beaucoup plus vieux. Ça marche plus. Donc qu'est-ce qu'on fait? Nous, pour nos clients, tous les ans, hein, pour les clients de We Financial, on va leur poser la question, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans votre trust? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans votre testament? Est-ce qu'il y a des gens avec qui vous étiez amis avant, vous n'êtes plus amis maintenant? Tous les ans, on va voir ça. Est-ce qu'il faut le faire tous les ans? Non, pas forcément. Nous, on le fait habituellement, parce que c'est une bonne habitude à avoir, mais tous les 4 à 5 ans, il faut revoir vos documents pour être sûr que tout est toujours d'actualité. Voilà. Avoir un trust, alors là aussi, sans y transférer les actifs. Alors quand on dit transférer, ça peut être via les bénéficiaires, etc. Donc j'ai des clients, ils font tout. Alors, j'ai des clients, ils vont faire un trust. Ils vont oublier de le faire notariser.
Donc quand ils le font pas, quand ils le font avec nous, nous on suit le truc, on s'assure que les documents vont être notarisés. Quand ça passe par un estate attorney ou par, c'est vrai que je l'ai pas dit, si votre boîte peut avoir une assistance légale, hein, donc passer par là, ça peut être gratuit. Là, il n'y a pas de suivi, hein, la notarisation, etc. Donc j'ai des gens qui vont faire un trust, etc., mais qui vont jamais le faire notariser. Validité légale très faible. Attention à ça. Ou alors, ils vont faire le trust, ils vont le faire notariser, etc. Et puis ils vont oublier de le mettre, ils vont oublier de transférer la propriété ou de mettre le trust comme bénéficiaire. Bah, si vous n'avez pas le trust comme bénéficiaire, on passe par le process de probate. C'est quand même dommage, vous avez fait tout le boulot pour rien. Voilà. Donc ça c'est aussi, ça peut être c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Acheter un bien immobilier en France sans anticiper sa succession. Alors ça je le vois très très souvent. Ah bah oui, j'ai acheté un bien en France ou j'ai reçu un bien en France en héritage. Et puis, on a oublié de faire les donations en nue propriété ou tout ce qu'il faut faire côté français. Donc, via un notaire. Ça, je le vois très, très souvent. Okay. Là, on parle plus de l'aspect plus émotionnel. Hein. Ne jamais discuter les choses avec ses héritiers, avec ses bénéficiaires. J'ai des clients, ils n'ont jamais discuté avec leurs enfants de ce qui se passe. Leurs enfants, ils n'ont pas 10 ans ou 11 ans, ils ont la vingtaine. Les enfants n'ont aucune idée de qui a quoi, où ça, etc. Aucune idée de comment ça se passe. Alors, quand on a un petit patrimoine, les conséquences sont limitées. Mais ici, aux États-Unis, le patrimoine, il peut monter assez rapidement. Hein. J'ai des gens qui sont dans la tech, j'ai des gens qui ont des patrimoines de plusieurs millions. Les bénéficiaires, aucune idée de ce qui se passe. Ça va être la grosse surprise. Hein. Et je sais que c'est difficile, des fois, de discuter de ça. Et c'est pour ça que nous, on est là aussi. Voilà. C'est pour ça qu'on est là, pour avoir tout le monde, les gens de la famille, tous ensemble, et qu'il y a quelqu'un d'extérieur qui dit, bah voilà, alors on n'est pas obligé de rentrer dans les détails de, oh, vous avez 5 millions dans ce compte-là, ça peut être vague. Vous pouvez dire, bah voilà, on a ces biens immobiliers-là, voilà ce qu'on va faire en France, on va vous donner la propriété, nous on va garder l'usage, mais sachez que vous avez ça en France. Ou alors, voilà les comptes qu'on a aux États-Unis, j'ai des RSU, etc. Encore une fois, si vous êtes. Et tout le monde n'est pas à l'aise pour donner des sommes parce qu'on ne veut pas forcément dire à ses enfants, bah voilà, vous allez recevoir 10 millions de dollars. C'est génial, on n'a plus besoin de travailler. Non, on n'est pas obligé de dire ça. On peut dire, bah voilà où se trouvent les choses, voilà où se trouve mon testament, mon trust, s'il m'arrive quelque chose, vous savez où y accéder. Juste ça. Juste ça. Donc ça, attention. Ne pas tenir d'inventaire de son patrimoine. Très, très classique. Donc moi, par exemple, prendre mon cas, régulièrement, j'ai un document qui est dans Google Drive où il est marqué In case of death. Au cas où je meurs, voilà où se trouvent, voilà tous mes comptes. Il n'y a pas besoin des mots de passe, etc. Juste, voilà, j'ai des comptes ici, j'ai des comptes là, j'ai un bien immobilier ici, j'ai cet investissement-là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et ça, il faut le mettre à jour régulièrement pour que la personne qui va exécuter le trustee, la personne qui va exécuter votre trust, elle sache, elle ait une chance au moins de savoir où se trouvent tous les comptes. Beaucoup plus simple. Hein, c'est tout simple, hein, il n'y a pas besoin, et ça peut changer, il n'y a pas besoin de le faire notariser, etc. C'est un document qui va vivre. C'est un document qui va vivre. Dernière erreur qu'on voit souvent, il y en a plus que ça, hein, mais ça, c'est les plus courantes. Alors ça, je le vois, mais extrêmement souvent. Favoriser un héritier. Exemple. On discutait avec des clients sur transmission du patrimoine. Ah oui, tiens, on veut aider nos enfants, on veut leur transmettre le patrimoine. On va acheter un appartement à l'un en France, on va acheter un appartement à l'autre. Ça a l'air d'être une bonne idée. On achète pour à peu près le même prix. À peu près le même prix, on achète un appartement à Paris pour l'un, on achète un appartement à Nantes pour l'autre. Imaginez. Pas du tout une bonne idée. Ça a l'air bien comme ça, pas du tout une bonne idée. Pourquoi? Parce que l'appartement à Paris, il peut s'apprécier beaucoup plus que l'appartement à Nantes. Et eux, ils n'ont pas choisi quel appartement. Non. Et donc, du coup, quand les parents meurent, bah, il y en a un qui reçoit beaucoup plus que l'autre. Et ça crée toujours des problèmes. Oui, mais au vu de la différence, moi, j'ai été lésé, etc. Et ça c'est vraiment difficile quelquefois pour les héritiers.
Ou alors, on veut aider un des enfants. Super classique. Ah tiens, je vais aider un de mes enfants parce qu'il en a besoin. L'autre, il a un bon boulot, etc. Il n'a pas besoin de moi. Ouais. Vous pénalisez un des enfants parce que lui, il travaille bien, vous le pénalisez par rapport à l'autre. Alors, comment on fait? Bah, moi, c'est ce que personnellement je ferais avec mes enfants, c'est bah, j'en aide un à hauteur de 10 000 dollars, et bah, je donne 10 000 dollars à l'autre. Voilà. Ou au moins, je traque les choses. Pas obligé de donner 10 000 dollars à chaque fois, mais je traque les choses. Et ça, c'est valable, pas seulement pour les enfants, c'est valable aussi pour les frères et sœurs. Tiens, je vais aider mon frère. Tiens, je vais aider ma sœur. Euh, si vous donnez de l'argent à un frère et une sœur et pas à l'autre, ça peut créer des conflits. Je le vois tout le temps. Tout le temps. Ou alors, ce que je vois aussi souvent, et je crois que c'est le dernier slide, ouais. Ce que je vois aussi souvent, c'est que vous allez hériter d'un appartement avec vos frères et sœurs et vous allez racheter la part d'un frère ou d'une sœur ou des deux, les deux autres parts que vous avez, si vous êtes trois. Hein, donc vous allez racheter les choses. Un des gros conseils que je donne à mes clients, c'est ne négociez pas le prix. Ne négociez pas le prix. Ça ne vaut pas la peine. Parce que ça crée des difficultés. Oui, euh, tu m'as demandé un discount de 10%, non, non, non. Non. Ce que je vois qui marche le mieux, c'est l'inverse. C'est de dire, bah voilà, on prend la propriété, voilà la valeur de la propriété, je vous la rachète à 10% de plus. Comme ça, il n'y a il a pas de débat, il n'y a pas de problème. Vous rachetez la propriété 10% de plus, personne n'est lésé. Donc voilà, très compliqué les transmissions. Enfin, ce qui plombe les transmissions du patrimoine, quelquefois, c'est pas ce qui a été mis en place, c'est parce que ce qui a été mis en place va favoriser un bénéficiaire plutôt que l'autre. Donc nous, on va parler avec nos clients de cet aspect psychologique, systématiquement. Systématiquement, dire est-ce que la question que nous, on va se poser, c'est OK, si on fait ce système-là, si on donne tant à l'un, tant à l'autre, est-ce qu'il y en a un des deux qui va être lésé? Plus tard. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est peut-être le même prix, mais plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Donc, si par exemple, vous avez deux propriétés et qu'il y en a une que vous voulez donner à l'un et une que vous donnez à l'autre, bah, par exemple, vous faites une SCI, une société civile immobilière, et vous donnez 50% des parts, 50% des parts à l'un et l'autre. Pas de jaloux. Et puis, si après, ils veulent se racheter les parts, etc., c'est leur problème. Hein. Mais attention à ça. Voilà. Donc, on a fait un tour d'horizon la transmission du patrimoine. Maintenant, je vais répondre aux questions. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour discuter de votre situation particulière. Vous avez le petit QR code. Il y a probablement des choses très particulières, on le verra probablement via les questions que je n'ai pas abordées, donc c'est à ça que servira les questions. Mais en tout cas, ça vous donne une idée générale de ce qu'il faut garder en tête en termes de transmission du patrimoine. Allons-y pour les questions. Alors, I'm a dual citizen and my wife is French. Her, French daughter, lives in Europe, currently Denmark. Ok, donc pas France déjà, pas pareil. What's the best way to plan for leaving her our assets both here and some in France in case something happens to us? I'm looking into adopting her on the late France. I get it helps for France. Does it convey over in the US? Adoption and inheritance. Désolé, je ne sais pas pourquoi j'écris ça en anglais, jusqu'à ce que je vous entende. Il est temps de se réveiller. OK. Donc, attention, nous, on est spécialisé en la France. Danemark, autre règle de transmission du patrimoine. Donc, il faudrait regarder les règles de transmission patrimoine du Danemark, déjà. Et le tax treaty entre le Danemark et les États-Unis. Voilà. Si vous adoptez votre fille côté français, oui, elle sera adoptée côté américain. Il faudra juste faudra juste prévenir les États-Unis, etc. Mais ça, il n'y aura pas de problème. On s'en fiche qu'elle soit adoptée côté américain. Vous pouvez donner 15 millions à n'importe qui, que ce soit à vos enfants ou pas. Donc, le fait qu'elle soit adoptée, côté américain, ça change rien. Côté français, ça change beaucoup. Côté français, ça change énormément parce qu'il y a la réserve héréditaire, etc. Côté américain, s'en fout. C'est ça qui est bien.
En tout cas, en termes de transmission du patrimoine. Donc, mon conseil, pour ce qui est du Danemark, etc., regardez, trouvez un conseiller financier spécialisé dans le Danemark. Il y a un écho ou c'est juste moi? C'est juste vous, je pense. Je ne crois pas. The screen is black from this end. OK. Je ne pense pas que ce soit. Je pense que c'est un problème On avec t'aurait vous, dit, ouais, mais non, sinon on ne c'est bon. voyait pas Voilà. l'écran. Avez-vous des connaissances et de la pratique sur les autres États à part l'État de Californie? On travaille dans 39 États. Donc oui, la réponse est oui. Et même si on ne connaît pas exactement. Alors, de mémoire, est-ce qu'on connaît tous les États, les transmissions de patrimoine de tous les États? Absolument pas. Mais on sait où trouver l'information et on peut la trouver très rapidement. Très, très facile à trouver. Ce type d'information est très, très facile à trouver. Il faut juste savoir où chercher. Donc oui, on a des connaissances et de la pratique dans d'autres États. Voilà. Quelle est la déclaration à faire pour un trust au niveau français? C'est auprès des impôts. Quel document? Est-ce que l'un d'entre vous peut aller regarder le document à déclarer pour les trusts? Le formulaire? Ouais. Il y a un article particulier, mais on va regarder ça parce que je ne le connais pas par cœur. Ouais, je Mais il sais y pas non a plus l'article en particulier, mais en tout cas, c'est une déclaration, je sais, qui fait plusieurs pages, qui est ouais, rarement, qui est rarement faite par les personnes elles-mêmes, parce que c'est assez complexe. Donc, la plupart des gens qu'on connaît qui ont un trust avec des bénéficiaires français le font via un avocat fiscaliste, parce que c'est assez compliqué. Mais voilà, si vous voulez, nous on va faire une recherche sur Google, mais on n'est pas spécialisé là-dedans. ouais. En France, une donation d'un parent français de 100 000 dollars. C'est pas 100 000 dollars, c'est 100 000 euros. Mais c'est pas grave. À tous les 15 ans, à un enfant qui vit aux États-Unis. À quoi faire attention? J'ai entendu dire qu'il fallait refaire une estimation le jour de la succession car la donation n'est pas reconnue aux US. Alors, il y a plusieurs choses là-dedans. Donc, s'il y a une donation d'un parent français de plus de 100 000 donc de 100 000 euros côté français. Tout se passe côté français en termes de donation. Aux États-Unis, la seule chose à faire si c'est plus de 100 000 dollars, c'est un formulaire 3520 pour déclarer la donation aux États-Unis, mais il n'y a pas d'impôt. Pas d'impôt. Donc, une estimation le jour de la succession, car la donation n'est pas reconnue aux US. Déjà, la donation elle est reconnue aux US, sans problème. Mais en plus, non, non, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. À notre connaissance, en tout cas, il n'y a pas d'estimation du jour de la succession. Ouais, je pense que la Alors, personne, peut-être elle voulait bien dire 100 000 dollars parce que c'est pour le formulaire, pour justement la partie déclarative. Je me demande si c'est ouais, pas une question qui est liée au cost basis, le fait que tu as le step-up quand c'est peut-être. la succession et pas quand c'est la donation, c'est peut-être ça que la personne veut C'est dire peut-être par ça. pas Donc, reconnu aux ouais, États-Unis. ouais, donc ça, faudra avoir un peu plus d'infos parce que ça dépend ce que vous avez donné. Est-ce que c'est du cash? Mm. Enfin, ouais, à voir. Merci pour ce webinaire. Comment simplifier le transfert aux USA d'une donation manuelle française? 20 000 euros pour un petit enfant mineur américain, notamment pour alimenter un plan 529 dont il est bénéficiaire ou autre véhicule intéressant. Il y a pas de simplification. Enfin, simplifier le transfert. Le transfert, il se fait par Wise. Enfin, il se fait. Le transfert en lui-même, il n'y a pas de problème. La succession, si les 20 000 euros font moins de 1 à 2 euh, de votre patrimoine, c'est considéré comme un don d'usage. Donc là, il y a pas à faire. Si par contre c'est plus important que ça, là, il faut passer par un notaire. Mais après, en termes de transfert, il n'y a rien qui se passe. C'est moins de 100 000 dollars, donc il n'y a rien qui se passe côté américain. Tout se passe côté français. Ça, normalement, c'est très simple. Bonjour, je suis au Minnesota, divorcé, ex et français et américain. Je désire faire un trust. Mon fils a 15 ans. Est-ce qu'il peut devenir un trustee après sa majorité ou plus tard? Oui, après sa majorité. Alors, la majorité aux États-Unis, c'est 18 ans. C'est pas 21 ans, comme tout le monde beaucoup de gens pensent que c'est 21 ans la majorité aux États-Unis. C'est 18 ans la majorité. 21 ans, c'est juste pour boire. Pour boire, aller dans les bars. Ça n'a rien à voir avec la majorité. La majorité, c'est 18 ans. Donc, oui, si vous pensez qu'à 18 ans, il peut gérer votre patrimoine, oui, pourquoi pas. À mon avis, c'est pas une bonne idée, mais bon,
C'est comme ça. Il est bénéficiaire sur les comptes bancaires courants. Est-ce que cela doit être changé si un trust est créé? Oui, faut mettre le trust comme bénéficiaire. Est-ce qu'on peut donner un nom différent du sien au trust? Vous pouvez donner n'importe quel nom. Vous pouvez l'appeler le Pinocchio Trust. Je ne sais pas pourquoi Pinocchio. Je ne devrais pas dire Pinocchio, c'est négatif, mais c'est pas moi. Ouais, vous pouvez dire le Red Cup Trust. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Peu importe. Est-ce possible de donner bijoux, etc., à ses membres de la famille en France? Absolument. On a, dans le questionnaire qu'on utilise quand on fait un trust, on a des cadeaux spéciaux. On a une section dans le questionnaire. On dit, est-ce que vous voulez donner des cadeaux particuliers à certaines personnes? Donc ça, on peut tout à fait le mettre dans le trust. Absolument. Dernière question, combien coûte de faire un trust? Alors, vous n'étiez peut-être pas là au début du webinaire, mais quand ça passe par nous, c'est 1990 $. Pour un trust testament, pas Advanced Medical Directive, Medical Directive pour un attorney, 1990 $. Un estate attorney, en général, 4 000 à 5 000 $. Si vous passez par votre boîte et que vous avez une legal assistance, ça peut être gratuit. Mais vous payez pour ce que vous avez. C'est pas le même niveau gratuit, c'est pas le même niveau d'accompagnement que nous. Ça, c'est sûr. Donc, à vous de voir. Trust. Peut-on choisir ce qu'on met dedans? Par exemple, l'immobilier aux US, ou bien faut-il mettre l'ensemble du patrimoine mobilier et immobilier? Il y a zéro raison, pour ne pas mettre de l'immobilier dans le trust. Donc la question, vous faites ce que vous voulez. US. Ouais. Immobilier US, si vous voulez pas le mettre dans le trust, vous ne le mettez pas dans le trust. Mais pourquoi? Ça prend, pour économiser 300 $ de transfert de deed. Vous faites ce que vous voulez, mais il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Projet immobilier en France, donation. Alors, Ralph, il a fait 4 questions différentes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Projet immobilier en France, donation. Projet immobilier en France. Le parent et les 2 enfants sont binationaux. Parents résident aux USA et enfants en France. Ouais. Donc, parce que c'est de l'immobilier en France, ça passe par la loi française. Donc, non, c'est... alors, d'accord, je vois. Donc, Ralph, donc les parents, parce que c'est de l'immobilier en France, ça s'appelle in situ, la donation se fera par la loi française, pas 100 par 000 la loi américaine. d'abattement par enfant. Donc 100 000 € d'abattement par enfant. Absolument. Si c'est du cash, par contre, Voilà. là, ça sera soumis aux lois américaines parce que vous êtes résident aux États-Unis, même si les enfants sont en France. Voilà, exactement. J'ai la double nationalité, mais j'habite définitivement en France, donc résidence française. Et j'ai un enfant qui vit aux US et 2 en France. Ok. Puis-je faire un will par rapport à mes comptes bancaires aux USA? Oui, pas de problème. Vous pouvez faire un will parce que c'est par rapport à votre pays de résidence. Faire une donation aux enfants de mes comptes aux USA pour qu'ils achètent en France un bien pour moi. Comme vous l'avez suggéré, sachant que je suis déjà rentré en France depuis 2024. août 2024. Alors, il faut réfléchir un petit peu à ça. Parce que il n'y a pas d'avantage à faire ça. Moi, ce que je disais, c'était, vous êtes aux États-Unis, vous bénéficiez de l'abattement des 15 millions de dollars, vous pouvez acheter un bien en France. Mais si vous faites l'inverse, parce que vous êtes en France, vous faites une donation, vous êtes de toute façon soumis à ces 100 000 € par adulte par enfant. Donc, ça change. Donc, le schéma que vous faites là n'apporte rien du tout. Parce que dans tous les cas, il y a ces 100 000 €, parce que vous êtes résidente française. Moi, le schéma dont je parlais, c'est si vous étiez résidente américaine, donc soumis à ces 15 millions, et que vous achetiez en France. Ça ne marche pas si Vous êtes déjà rentré en France. Vous êtes déjà rentré en France. Non, par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous achetez vous-même le bien et vous faites une donation en nue propriété. Ça marche. Voilà. Mais c'est franco-français. Probablement un bon scénario, le seul scénario d'optimisation dans votre cas pour acheter un bien en France. Ouais. Bonjour Guillaume. Bonjour Jean. Je suis né français naturalisé américain et souhaite léguer une assurance vie française à un cousin éloigné français qui a toujours vécu en France. J'ai rédigé mon will aux US en demandant qu'il soit soumis à la loi de Caroline du Sud où je réside. Normalement, de mémoire, l'assurance vie est imposable à 20% au-delà de 150
000 euros par bénéficiaire. Certains conseillent de faire annuler la clause bénéficiaire du contrat pour que son règlement passe dans la succession selon la convention. Ok. Donc là, il y a plein de problèmes dans ce truc-là. Oui, Nicolas, plusieurs choses tu à veux le dire. dire? Vas-y. Allez, je suis parti. Bonjour Jean. Alors, le premier sujet, si vous êtes résident fiscal américain, ce que j'ai l'impression qui est le cas aujourd'hui, avoir une assurance vie en France avec des fonds à l'intérieur, c'est en général pas une bonne idée. C'est imposé comme PFIC, donc 37% de fiscalité sur les plus-values latentes chaque année. Donc là, le meilleur scénario, si vous êtes résident américain, juste probablement clôturer l'assurance vie, transférer les assets aux États-Unis, investir avec le système américain et dans tous les cas, vous avez 15 millions d'abattements pour toute personne de votre choix qui sera indiqué dans le will. Donc, Voilà. probablement votre première étape, simplification. Deuxième étape, réorganisation avec le système américain qui est plus favorable dans quasiment tous les cas. Euh, et du coup, ça simplifiera aussi votre déclaration fiscale chaque année. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Donc, et si vous voulez psychologiquement, les 150 000 euros, ou je ne sais pas combien vous avez, vous les prenez, vous les envoyez aux États-Unis dans un compte brokerage à compte que vous dédiez à votre cousin éloigné. Comme ça, psychologiquement, vous avez toujours cet argent, c'est pour cette personne. Hein. Et bien sûr, si vous l'envoyez aux États-Unis, vous nous confiez l'argent à investir. Ça va de soi. Euh, Je peux bonjour prendre le Guillaume, dans le prochain cas si tu veux. Ok. Bonjour Guillaume, dans le cas d'un bien immobilier que l'on a transféré dans un trust et qui sera vendu par la suite, comment gère-t-on le problème du capital gain? C'est pas grave. Ah, Guillaume. Alors, Guillaume, merci Guillaume d'avoir lu la question de Guillaume. Ah oui, Euh, Guillaume. donc, quand on parle d'un revocable living trust, ça ne fait aucun changement par rapport à tout ce qui est imposition. Le bien, il est toujours à vous. Quand vous allez vendre, vous allez avoir exactement les mêmes règles pour la fiscalité sur la plus-value, comme si vous n'aviez pas de trust. Donc là, la réponse, elle est claire, il n'y a pas de changement. Si c'est un irrevocable trust, là, c'est différent, mais ça m'étonnerait qu'on parle de ça. Can you remind me us the form if make a donation to child above 19K while living in the US? 709. C'est ça, hein? Je dis pas de conneries, Ouais, c'est Nicolas ça. Smarin. Bon, bah, ouais, ok. Pourquoi faire un trust alors qu'on peut désigner des bénéficiaires avec un POD, TOD qui permettent aussi d'éviter le probate? Ah, Bonne question. très intéressant. Donc, POD, TOD, c'est, à ma connaissance, uniquement pour les brokerages à compte, taxable. Quid des ARA, rollover ARA, maison, real estate, etc. Autre compte. Donc oui, pour les brokerages à compte, si vous voulez, vous pouvez faire ça. Mais ça couvre que toute petite partie de votre patrimoine, probablement. Autre Il chose y a à dire, d'autres, Smara? ouais, il y a d'autres avantages. C'est clair qu'on peut aussi avoir des beneficiaries sur la plupart des comptes, ça bypass aussi le probate. Mais et du coup, il y a des cas où c'est pas forcément nécessaire d'avoir le trust, mais par contre, quand on a par exemple des enfants mineurs, ça permet d'éviter que à leurs 18 ans, hop, on leur donne tout et qu'ils doivent gérer. Avec un trust, vous pouvez mettre des distributions graduelles, par exemple un tiers à 25 ans, un tiers à 30, un tiers à 35. Donc ça, c'est un des avantages du trust, euh, de pouvoir voilà, distribuer, d'avoir quelqu'un qui va gérer avec le meilleur intérêt des bénéficiaires en, comme obligation. Ouais. Et puis il y a probablement d'autres choses auxquelles je pense pas, mais ouais. Mais vous pouvez faire. Je dirais, c'est le minimum. TOD. Does the 15 million limit for estate purposes correspond to the same pool as for gift purposes? Does giving 1 million reduce the limit to 14 million at death? Oui, absolument. Ouais, tout à fait. C'est le même pool. Does a revocable trust need to be scrapped and redone when moving to a different state? Absolument, parce qu'il n'y a pas les mêmes. Ouais, parce qu'il n'y a pas les mêmes limites. Il n'y a pas, par exemple, dans certains États,
on n'a pas forcément besoin de trust parce qu'il n'y a pas de probate. Ou le probate, il est standard. C'est pas qu'il n'y a pas de probate, c'est le probate, il est standard et ça pose pas de problème. C'est pas cher, etc. Donc, quelquefois, il n'y a pas besoin dans certains États, il n'y a pas besoin d'avoir de trust. Encore une fois, c'est relativement rare. Bonjour, je suis citoyen franco-américain, ma seconde épouse aussi. Nous vivons en Californie dans une maison dont nous sommes propriétaires. J'ai une fille de mon premier mariage en France. Ah, j'aime bien les premiers mariages, deuxième mariage, famille recomposée, c'est le bordel. Elle est française et vit en France et a elle 2 enfants. J'ai aussi une propriété personnelle héritée de mon père en France dont j'ai fait la donation à ma fille en propriété. Nous avons aussi des comptes bancaires, retraite, assurance vie aux US et des comptes bancaires en France. Comment gérer au mieux? Alors, dans ce cas-là, ouais, il y a plusieurs choses à faire. Donc déjà, un trust aux États-Unis, ça c'est sûr, pour gérer les distributions entre les premiers enfants, deuxième enfant, troisième enfant, etc. Côté français, absolument un testament aussi. Okay, parce qu'il y a 2 mariages, enfin, j'ai une fille, propriété personnelle, ouais, plus si vous avez une femme d'un deuxième mariage, etc. Donc là, faire un testament en France, c'est un des cas où, par exemple, pour clarifier la succession, je ferai un testament en France Ce avec un qu'on notaire. ce qu'on cherche à tout prix dans ce type de situation, c'est d'éviter tout sujet d'interprétation qui peut être pris des deux côtés ou par plusieurs membres de la famille. Si tout est clair et tout est verrouillé et tout est organisé, il n'y a pas d'interprétation et ça se passera comme vous l'avez prévu. Euh, donc ça, c'est hyper important à organiser. Et il y a probablement un sujet de simplification dans tout ça Mhm. aussi. Il y a aussi des trusts aux États-Unis qui sont pas des revocable living trusts, mais qui permettent de, dans le cas où on a un second mariage, de protéger et le second ou la seconde épouse et aussi les enfants d'un premier mariage en donnant de son vivant la jouissance à l'autre époux des biens. Et puis ensuite, quand ce second époux décède, il peut pas changer les bénéficiaires, donc ça peut rester vos enfants à vous. Et puis, il y a l'obligation que le reste passe à vos enfants à vous. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui sont possibles quand on vit aux États-Unis pour structurer ça et protéger tout le monde. Alors, Perrine, parent français, 69-70 ans, et résident français avec un enfant en France et un enfant aux US. Ok, une maison principale et 2 maisons secondaires, donc j'imagine en France. Des comptes d'épargne. Pas de donation faite. Est-ce que la SCI est une bonne idée pour l'enfant citoyen US et résident en Californie? Merci pour le webinaire. Ok. De toute façon, enfin, c'est pas que c'est une bonne idée ou pas. C'est juste que dans ces cas-là, à mon avis, une SCI, c'est quand même beaucoup plus simple. 3 maisons à diviser en deux, Alors, à voir. pour le coup, Vas-y. j'ai déjà vécu cette situation et ça dépend en fait de ce que les enfants souhaitent faire. Si vous êtes aux États-Unis et qu'il arrive quelque chose à vos parents, quel est l'intérêt pour vous de conserver tout ce patrimoine en France? Donc, première étape, c'est de voir si la personne qui est avec donc votre famille, donc votre frère ou votre sœur, euh, est intéressée pour récupérer les biens. Sinon, vendre des biens et dans ce cas-là, vous pourrez réorganiser vos assets avec les États-Unis. En fait, la question principale derrière ça, c'est la SCI, pourquoi faire? Est-ce que c'est pour mettre les biens à louer, dans ce cas-là, gérer la gestion à distance, etc. Ou pourquoi pas tout simplement vendre? Le régime d'indivision fait largement le job dans ce type de situation. Et ça vous simplifie les déclarations aux États-Unis. Oui, Ouais, et une c'est ce que j'allais dire. SCI, Attention, les déclarations aux États-Unis avec les vas-y. SCI, Ouais. c'est compliqué, d'expérience personnelle malheureuse. Il faut déclarer les SCI et puis faut fournir des bilans comptables euh, et autres. Et quand, bon, là, en l'occurrence, on ne sait pas si c'est français ou Alière ou alias, on ne si sait c'est pas. un parent ou si c'est un enfant là qui parle en l'occurrence. Mais ouais, il y a pas mal de subtilités avec une SCI qui ramène Mhm. la complexité aux US. Donc, faut voir le. Typiquement, là, faut Voir le discuter projet avantages, émotionnel inconvénients. Ouais. derrière, ouais, et après voir qu'est-ce qui a du sens. Sachant que vous êtes aux États-Unis et que le système américain est beaucoup plus favorable pour la gestion de vos assets. Je vis aux États-Unis, mon frère vit en France. Mon père donne souvent de l'argent à mon frère qui en a toujours besoin sans jamais rembourser.
je ne vais pas faire de commentaires personnels, mais je connais bien la situation. Est-ce que le notaire peut vérifier les virements récents lorsque mon père décédera ou dois-je signaler au notaire au moment de la succession? Je ne suis plus en bon terme avec mon frère et je pense qu'il profite de la distance pour demander de l'argent à mon père. Je considère cela comme un abus de faiblesse car mon père a 94 ans. Alors, euh, vous pouvez faire ça. Et dans ce cas-là, ça passera au tribunal, etc., pour décider si c'est virement. Parce que, en théorie, votre père, il fait ce qu'il veut avec son argent. Il peut le donner à votre frère, il peut pas le donner, il peut le donner à qui il veut, sans que vous ayez quoi que ce soit à dire. Si par contre c'est un abus de faiblesse, ça veut dire qu'il faut reconnaître, il faut prouver que votre père de 94 ans, il a plus toute sa tête, en gros. Et et ça, il faut le prouver. Bon courage. Parce que je ne pense pas que votre père il va dire oui, tu as raison, j'ai plus toute ma tête, etc. Non, ça ne se passera pas comme ça. Donc, à mon avis, ça va être compliqué. Dans un premier temps, le plus simple, c'est d'en discuter directement avec votre père. Dire, bah voilà, est-ce que, et ça n'a pas forcément une discussion facile, mais est-ce que on peut lier les. Est-ce que tu es d'accord pour dire que tout ça, c'est considéré comme des donations et du coup, ça rentre. Ou alors, ça sera pas, même si c'est des donations, ça change rien. Non, ou par exemple, c'est est-ce que tu peux mettre quelque part dans le testament que tout ce qui a été donné à mon frère, ça sera répercuté dans l'héritage, etc. Mais compliqué, compliqué Ça, c'était la comme première situation. chose. Et la deuxième chose que j'ai déjà vue, où là, dans ce cas-là, on identifie aux parents que donner à l'un sans donner à l'autre, c'est un problème au yeux de la loi française, en tout cas en termes d'équilibre. Et que donc, dans ce cas-là, en fait, on demande simplement à ce que le parent fasse le même versement à vous en même temps. Et donc, en fait, il continue à aider le frère et en même temps, il vous donne exactement la même somme à chaque fois. Ce qui permet d'avoir une forme d'équilibre. Bien évidemment, en fonction des sommes, il faut faire des déclarations parce que ça peut être considéré c'est des donations. Et si ces donations sont des montants importants, c'est considéré comme de la transmission et ça doit être fiscalisé. Ouais. Mais ça aussi, c'est une solution. Simplement Donc, dire, si vous donnez ouais. 2000 euros, ben 2000 euros doivent aussi arriver sur mon compte en même temps, même si j'en ai pas forcément besoin. Ouais. Euh, ouais, situation compliquée. Est-il judicieux de donner 300K à mes deux enfants, on est US résident, pour qu'ils m'achètent un bien immobilier de 600K qui m'appartient en France et que fils français risque de me faire des problèmes? Potentiellement, alors est-ce que c'est une bonne idée en général? Probablement. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas ce que tu en penses, Nicolas. À mon avis, non, parce que ce sera considéré comme une donation cachée parce que le bien immobilier est déjà à vous. Si c'était un nouveau bien immobilier, ça serait différent et que vous mettez dedans. Là, là à mon avis, Non. Le ça fisc passera pas. français va être immédiatement alerté sur ce type d'achat à soi-même, de À rachat soi-même, à ouais. soi-même. Euh, Ouais, donation déguisée. sur, ouais, là, le meilleur scénario, si vous êtes enfin, en fonction de votre âge, c'est probablement une donation. Et dans le cadre de cette donation, il y a des droits à payer. C'est vous qui payez les droits. Et puis, c'est réglé. En Californie, peut-on transférer le deed d'un revocable trust à un autre en cas de divorce, par exemple? Absolument, aucun problème. Après, il faut avoir les papiers du divorce pour montrer que blablabla, mais ouais. À partir de quel patrimoine cela vaut-il vraiment le coup de faire un trust? Surtout si on envisage de ne pas rentrer en France dans les 10 ans. À partir de 10 dollars. Non, à partir de... il n'y a pas vraiment de minimum, 100 000 dollars peut-être? Ça dépend. Un 5 à 10%. Vous payez 5 encore une fois, un trust, ça coûte 1900, ça coûte 2000 dollars. Je vais vous dire, non, en fait, j'ai une vraie réponse à ça. Un trust, ça coûte 2000 dollars. Le probate, ça coûte 5 à 10% de votre patrimoine. Donc, si vous avez 50 000 dollars à passer, ça passe par probate, ça vous coûtera 2500 dollars. Entre 2500 dollars et 5000 dollars. Voilà votre réponse. À partir de 50 000 dollars, vous économisez 500 dollars. Donc, non, un trust, c'est pas. Encore une fois, on ne parle pas de revocable trust, de trucs compliqués. On parle d'un revocable trust, super simple.
Quand vous dites les dons ne sont pas imposables au-dessus de 19 000 $, mais il faut les déclarer à l'IRS. Quand on est résident US, et son enfant aussi. J'ai pas dit son enfant aussi. Je dis quand vous êtes résident US. Peu importe que l'enfant soit résident US ou pas. Mais non imposable par l'État fédéral seulement, ou aussi pas d'imposition par l'État où vit l'enfant. Je ne comprends pas. Voilà ce que j'ai dit. Voilà ce que j'ai dit. Vous pouvez donner 19 000 $ à n'importe qui sans problème. Au-dessus de 19 000 $, il y a un formulaire 709 à faire pour indiquer à l'IRS. Vous confondez la donation avec la transmission du patrimoine. Ce que j'ai dit en termes d'État, c'est qu'à partir d'un certain montant, certains États vont vous taxer sur votre patrimoine. Estate tax. C'est tout ce que j'ai dit. Donc, Emmanuel, je ne suis pas sûr de ce que vous voulez dire. Puis juste pour clarifier quelque chose, quand on parle là d'être résident US, quand on fait ces donations, de devoir déclarer quand c'est en dessus de 19 000, ça s'applique aussi aux citoyens américains qui vivent en France. Si vous êtes citoyen américain, vous êtes toujours résident fiscal US, et si vous faites une donation de plus de 19 000 $, vous devez aussi la déclarer aux États-Unis. Certains États permettent de pousser l'âge UTMA jusqu'à 25 ans. Je OK. pense que c'est par rapport à ce que tu as dit par rapport à la majorité, à l'âge de la majorité. OK. Can shares in a privately held company be placed in a revocable trust? C'est une bonne question. Encore une fois, on ne place pas les actions dans un trust. On met comme bénéficiaire le trust. Donc oui, si vous pouvez mettre oui, absolument. Vous pouvez mettre le trust comme bénéficiaire de ces. D'ailleurs, on a dans notre questionnaire, encore une fois, on a une place, on va dire interest of a company. Donc oui, absolument, aucun problème. Pour le trust, en cas de décès, quel est le rôle du trustee dans la gestion des investissements et combien cela coûte-t-il? Si c'est un professional trustee, alors le rôle du trustee, c'est soit de gérer, en général, ça ne va pas être le cas, mais soit de gérer lui-même les investissements, soit de trouver quelqu'un qui va gérer les investissements pour le trust. Voilà. Donc ça dépend si c'est un professional trustee, ça dépend du professional trustee. Si on choisit un membre de la famille, comment sécuriser les fonds et l'empêcher d'effectuer des retraits non autorisés? C'est pour ça qu'il faut prendre une personne de confiance. Vous ne pouvez pas empêcher la personne de faire des retraits non autorisés. La seule manière que la personne que vous avez choisie comme trustee soit surveillée, c'est de prendre un deuxième trustee et de les faire co-trustee. Ils se surveillent mutuellement. C'est la première possibilité. Deuxième possibilité, les enfants, quand ils reçoivent l'argent, s'ils découvrent qu'il y a eu des malversations, ils peuvent aller au tribunal. Mais là, vous avez un professional trustee et un membre de votre famille, et dans ce cas-là, ils se checkent mutuellement. Si on s'est marié en France sous le régime légal par défaut, communauté Ozake, comment ce statut est-il traité une fois devenu américain et résident? Ça dépend dans quel état vous êtes. Communauté réduite Ozake, donc si vous êtes en Californie, on a aussi la communauté de biens, c'est la même chose ici, donc ça ne pose pas de problème. Après 10 ans dans un état, vous prenez la loi maritale par défaut de votre état de résidence. Dans certains états, c'est la séparation de biens. Donc si vous êtes communauté Ozake en France, vous passez 10 ans dans un état où on est en séparation de biens, vous passez en séparation de biens. Donc attention, c'est pour ça que si vous êtes dans un état en séparation de biens, on va vous conseiller de faire un post-nup. Pour être sûr que vous êtes soit en communauté de biens, ou si vous étiez en séparation de biens en France et que vous venez en Californie, on va vous demander de faire un post-nup pour être en séparation de biens. Parce que d'après 10 ans en Californie, vous serez en communauté de biens. Donc ça pose problème. Bonjour, binationaux français-US, parents qui rentreront en France, 3 enfants qui resteront aux US. Peut-on faire une donation avant de rentrer en France? Plus d'1 an, oui. Et mettre les fonds dans une SCI pour acheter et gérer les biens immobiliers en France. Alors, à discuter, pourquoi acheter des biens immobiliers en France? Pourquoi? 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 Est-ce que vous voulez perdre de l'argent en achetant des biens immobiliers en France? Pourquoi? Pourquoi? On ne l'a pas dit, mais vos investissements aux États-Unis sur les marchés financiers sont taxables aux États-Unis, mais pas en France.
Donc 15%, 30% au lieu de 30% en France. Pourquoi faire une SCI en France? Bon, en plus, vos pauvres enfants qui sont aux États-Unis vont se retrouver avec des biens immobiliers en France dans une SCI. Quand vous mourrez, qu'est-ce qu'ils vont en faire de ces biens immobiliers? Enfin, Et une SCI à déclarer il y a une aux SCI à États-Unis. déclarer pour eux. Enfin, Ouais, ce que Guillaume cherche à dire, c'est que si émotionnellement c'est important pour vous de émotionnellement, c'est pas faire important ça, pour moi. non, si c'est important pour vous d'envisager ce type de scénario sur une part de votre patrimoine, éventuellement, ça peut se regarder, mais comme Guillaume et Smara l'ont dit, il y a pas mal, beaucoup d'inconvénients et probablement plein de choses à faire côté US avant d'envisager ce type de choses. Nicolas, c'est la Avec voix de la plaisir pour en raison. discuter. Nicolas, c'est la voix de la raison. Merci, Nicolas. Ah, ah, j'abandonne, j'en ai marre. Non, je plaisante. Non, non, mais pourquoi pas, mais ça crée plus de difficultés. Mais oui, c'est possible. Je n'ai pas bien compris l'idée de donner des fonds à un enfant en France pour qu'ils achètent un bien immobilier. Pouvez-vous préciser le principe et les limites? Bah, euh, Si tu veux. Vous achetez un bien immobilier vous-même en France, 300 000 dollars. OK? Si, quand vous mourrez, ça passera à vos enfants. Les 300 000 dollars, ils seront taxés en France. OK? Parce que le bien immobilier est en France. Il sera taxé par la loi sur les successions françaises. À la place de ça, vous donnez 300 000 dollars à votre enfant, il achète un bien immobilier pour vous. Le bien immobilier, il lui appartient. Si vous mourrez, il ne se passe rien avec le bien immobilier en France, il est déjà à votre enfant. Voilà, je ne Il y a sais les pas comment possibilités de l'expliquer le mieux que faire ça. en se protégeant aussi. Nicolas, peut-être tu veux en dire plus? En Je pense gardant qu'on en a dit l'usufruit. suffisamment. Ouais, Ouais, en on en gardant a dit l'usufruit. suffisamment. On a encore 6 et on va pas passer trop de temps. Désolé, je voulais dire on peut faire une donation de son vivant. Alors, désolé, je voulais dire qu'on peut faire une donation de son vivant à son enfant en étant résident US non imposable par l'IRS jusqu'à 15 millions. Oui, mais cette donation est-elle imposable par l'État où l'enfant réside? State tax. Non, c'est une donation, c'est pas un revenu. Donc c'est pas imposable. Les donations ne sont pas imposables aux États-Unis. Irrevocable Trust et Step Up en cas de revente par le bénéficiaire. Comment ça marche? Achat du bien, Irrevocable Trust et Step Up en cas de... Comment ça marche? Achat du bien à 20. Si l'un d'entre vous comprend ce que cette personne veut dire, apport Euh, au Irrevocable Trust, valo de 50. Ah oui, décès, valo de 100. C'est le trust qui paiera... alors, après, ça dépend. Ça dépend du type de trust. Donc, Irrevocable Trust, c'est super général. Donc ça dépend du type de. Ça, c'est exactement. Donc, c'est exactement. Donc il y a un step-up basis en général. Hein, donc, donc ça, il n'y aura pas de problème. Mais ça dépend du type de trust. Hein. Quel type de trust c'est? Ça, c'est très important, Dominique. Parce que suivant le type de trust, pas la même chose. Pour vivre et faire venir les enfants. Oui, mais C'est vous avez ça. besoin que d'un bien immobilier pour faire. Vous n'avez pas besoin de faire une SCI si vous avez un seul bien immobilier. Vous faites des donations en propriété. Le webinaire immobilier. Oh, merci Ayat. Ayat travaille pour nous. C'est notre marketing manager. Donc, le webinaire immobilier, on va parler de ces histoires de SCI, etc. Il est le 9 juillet. Contrat de mariage fait chez le notaire français avant de partir en France. Qu'est-ce qui prévaut? Le contrat de mariage français ou les 10 ans de mariage dans le même État aux États-Unis? Alors, c'est intéressant. Imaginons que vous êtes en séparation de biens. Okay, vous venez en Californie. Pendant les 10 ans où vous êtes en Californie, vous êtes toujours en séparation de biens. À partir des 10 ans en Californie, vous passez en communauté de biens. Ce n'est pas rétroactif. C'est juste à partir au moment des 10 ans, dans tout le futur, vous allez être en communauté de biens. Vous retournez en France, vous repassez en séparation de biens. Donc, si vous divorcez, eh ben, on va regarder, OK, pendant 10 ans aux États-Unis, voilà ce que vous aviez, c'est séparation de biens. Ensuite, vous avez passé 5 ans en Californie en communauté de biens, voilà ce que vous avez en communauté de biens. Et ensuite, vous repartez en France, donc vous êtes en séparation de biens, puisque c'est votre mariage français. Voilà ce que vous avez en séparation de biens. Ça, c'est compliqué. Quel est le formulaire aux US quand on habite aux US et reçoit une donation inférieure à 100 000 € d'un parent français?
Il y en a, si c'est 35 ans. inférieur à 100, si c'est supérieur à 100 000, Inférieur à. Alors, si voilà, c'est ouais, si si c'est c'est inférieur, supérieur il n'y a à 100 rien. 000 Il n'y a dollars. rien à faire. Ouais, c'est 100 Ouais, 000 c'est dollars. supérieur. 100 000 dollars, pas 100 000 euros. Merci beaucoup pour votre réponse au sujet de l'argent que mon père donne à mon frère et qu'il me sera difficile de considérer comme un abus de faiblesse. Je vous remercie pour vos idées qui sont toujours très intéressants. Merci à vous. Nicolas, euh, faites-vous aussi Elite Q-tip QSST? Ah, ça, je vais y Non, c'est pas répondre. moi. CAD S-Corp significativement protégé dans les dépôts et destinés. Non, ça va passer par un estate attorney. Nous, on fait des Revocable Living Trust. Une fois qu'on fait des élites Q-type QST, donc ça, ce sont des types d'Irrevocable Trust, par exemple, ça passe par un estate attorney. Attention avec les Irrevocable Trust. S'il y a une possibilité de retour en France, Nicolas, vous allez avoir un problème avec les Irrevocable Trust. Ça peut Ou être, en tout vous cas, il pouvez faut avoir l'organiser. voilà, vous allez pouvoir avoir l'impression que c'est ce qu'il faut faire, pas forcément ce qu'il faut faire. Ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez passer votre escorp aux enfants, vous pouvez le faire sans obligatoirement faire un irrevocable trust. Vous pouvez le faire sans forcément. Encore une fois, on a vu que il n'y a pas côté français, il y a une réserve héréditaire, etc. Et une histoire de conjoint. Aux États-Unis, c'est pas forcément comme ça. Vous pouvez être par exemple, vous pouvez faire un post-nup en séparation de biens. Vous séparez ça, ou vous faites un contrat tout simplement, sans faire de INID, Q-type, etc. Vous dites toute cette partie-là de mon patrimoine, je le passe aux enfants et ça ne vient pas à mon épouse, mon époux. Donc, il y a probablement d'autres possibilités plus simples et qui ont moins de conséquences en France que de faire un irrevocable trust. Un irrevocable trust, encore une fois, c'est pas forcément pour des questions de transmission du patrimoine, c'est pour des questions fiscales pour le coup. C'est pour éviter une estate tax à 40%. Donc, je sais pas. Donc, ça dépendra de la valo de votre S-Corp, par exemple. Voilà. Donc, là, une question à creuser un peu plus. Merci à tous. Je vais avoir le temps de manger. Merci à tous de votre participation. Merci pour toutes ces questions. Il y avait pas mal de choses. J'espère avoir répondu clairement. Et Nicolas et Smara aussi, merci à vous d'avoir participé à la réponse à la question. Vous voyez, on est une équipe. C'est beau quand même. Donc voilà. Donc, Rendez-vous le 9 pour le webinaire sur l'immobilier. rendez-vous le 9 pour le webinaire sur l'immobilier. D'ici là, on a d'autres webinaires. Hein. De toute façon, on en a un toutes les semaines en ce moment. Donc on se reverra pour certains d'entre vous peut-être jeudi prochain. N'hésitez pas à prendre rendez-vous pour discuter de votre situation particulière avec nous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bonne À journée. bientôt.